Bonjour Olivier Faure, merci. Bonjour David Tamer. D'être avec nous ce matin. On va parler effectivement de pouvoir d'achat, mais d'abord, cette lettre que vous avez reçue en tant que chef de parti, comme tous vos collègues chefs de parti, c'est le président Macron qui vous l'a adressée en tirant le bilan finalement de votre rencontre dite rencontre de Saint-Denis le 30 septembre. Il propose notamment de nouveaux référendums sur de nouveaux sujets. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'opération d'un camouflage d'une impuissance, un président qui n'a plus de majorité à l'Assemblée et en même temps d'une absence réelle de volonté de dialogue. La réalité, c'est que les sujets qui viennent d'être évoqués là auraient dû être l'essentiel de la discussion. Nous sommes venus avec les Insoumis, avec les écologistes, avec les communistes, les partis de la NUPES, les socialistes bien sûr que je représente. Eh bien, nous sommes venus avec des propositions. Qu'est-ce qui vous a poussé d'en parler justement? Mais on en a parlé. Le problème, c'est que les seuls sujets que le chef de l'État retient sont des sujets qui sont des sujets plutôt secondaires. Et les sujets qui auraient dû être posés, c'est l'inflation. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'inflation, 50% jusqu'ici, 70% au premier semestre 2023, sont liés non pas aux salaires, mais sont liés aux surprofits qui sont réalisés par les entreprises. Et on a là un sujet qui devrait être un sujet majeur, qui n'est même pas traité. Sur l'écologie, on vient de vivre un été qui, là encore, devrait nous alerter. Rien. C'est absolument sidérant de voir à quel point nous avons un chef de l'État qui cherche à faire diversion en permanence, mais les grands sujets ne sont pas posés. Alors, grand sujet. Sur le cas précis de l'inflation, et par exemple du prix de l'énergie qui constitue une grande partie des problèmes de pouvoir d'achat des Français. Qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement ? Est-ce que vous critiquez par exemple ce qu'on vient d'entendre, à savoir l'appel de Bruno Le Maire au principal groupe pétrolier Total de rester plafonner ses prix au-dessous de 2 €? Est-ce que c'est une mauvaise initiative et que feriez-vous de différent, C'est M. Faure ? c'est l'énième épisode de Bruno demande. En fait, on a tous les mois, tous les 2 mois, on a le ministre de l'économie et des finances qui vient faire la manche et qui explique qu'il voudrait que. Et puis ça suit pas, etc. On voit bien que sur les produits alimentaires... ça suit, là, c'est à 1,99 Sur les produits alimentaires, vous voyez bien que ça fait des mois qu'il nous explique qu'il va demander en fait, à la grande distribution de faire des efforts, etc. Et que la réalité, c'est que le prix, le prix au caddie, en fait, il augmente de 14%. La rentrée des classes, plus 11%. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas étranglés ? M. Faure, Eh bien, par tout exemple. ça, je prends un exemple. L'an passé, j'avais demandé à ce qu'on taxe les super profits, qu'on fasse en sorte qu'il y ait une meilleure répartition. Parce que, évidemment, la promesse républicaine, elle a un coût. Si vous voulez payer l'école, l'hôpital, si vous voulez faire en sorte que la transition écologique se réalise, bien, forcément, il faut que l'argent vienne de quelque part. Et donc, soit il vient de la poche des Français, c'est ce que le gouvernement veut faire, puisqu'il a prévu maintenant de multiplier par 2 les franchises médicales, ou il vient de la poche de ceux qui font des super profits et qui, aujourd'hui, malheureusement, sont dans une situation où, parfois, ils consentent à donner 10 millions d'euros pour Bernard Arnault sur les Restos du Cœur, mais enfin, c'est infinitésimal par rapport à ce qu'ils devraient. Est-ce que c'est cela qui va faire baisser les prix très concrètement, puisque l'objet, c'est celui-là? Vous avez aujourd'hui... on pourrait aussi bloquer les prix de première nécessité, faire en sorte d'aller vers un marché qui soit abordable pour tous les Français. Quand je vois dans ma propre circonscription des gens qui sont là en train de pousser le caddie, qui arrivent à la caisse, qui finalement renoncent à une partie de leurs achats parce qu'ils voient que l'addition est trop élevée, qui passent du supermarché au discounter, qui sont... Donc blocage des prix, qu'on vous entende bien, c'est ce que vous préconisez. Sûr. Et quand vous voyez, pas tous les prix, sur les produits de première nécessité, quand vous voyez aujourd'hui que vous avez 8 Français sur 10 qui estiment se priver, que vous avez 1 Français sur 5 qui vit à découvert. Mais comment voulez-vous qu'on puisse maintenir la cohésion de ce pays sans prendre des mesures qui soient des mesures drastiques, énergiques et qui montrent que l'État n'est pas impuissant ? Sur l'immigration, c'est un sujet que vous avez évoqué, que plusieurs partis ont évoqué avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, vous allez sans doute me dire non, mais je veux entendre votre réponse, des ponts possibles entre la gauche et une partie de la majorité? Je vous demande ça parce qu'il y a une initiative prise par des députés de Renaissance, du MoDem, de la NUPES pour réclamer une régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Il y a peut-être un consensus à trouver sur cette question ? J'espère qu'il y a un consensus possible à trouver. En tout cas, je vois que tous ces gens qui pensaient qu'il existait une jambe gauche au macronisme se perçoivent qu'elle n'existe pas. Et donc, il y a une partie de la majorité qui se détache progressivement. C'est peut-être la jambe gauche, justement, dont vous parlez, amenée par le député Sacha Houlié, notamment. On verra si elle existe vraiment. On verra parce que je vois que sur les salaires, ils n'ont pas bougé. Je vois que sur l'ISF, ils n'ont pas bougé. Alors même qu'on aurait besoin qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui disent
au chef de l'État et dans sa propre majorité, mais est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas vivre de son salaire? Je prends cet exemple-là. Oui. Est-ce que c'est normal qu'on ait aujourd'hui des gens qui se droitisent progressivement, rentrent sur une ligne qui n'était pas celle que l'on pensait être celle du chef de l'État, puisqu'il s'est fait élire en 2017 sur des bases complètement différentes. Donc voilà, ça mériterait effectivement que ces gens-là prennent leur courage à deux mains et fassent Je veux dire l'aile un gauche pas vers du parti la gauche. Renaissance. Je ne sais pas s'il existe une aile gauche, on verra. On découvrira à cette occasion, on verra si... Jusqu'ici, j'ai toujours vu des gens qui disaient « Oh là là, ça va trop loin, sur les retraites, ça va trop loin, on en fait passer sur les salaires, on en fait passer sur l'ISF, et ça. » Et puis, finalement, ils se sont tus. Donc, on verra. On en parlait dans le journal. 9 militants écologistes et membres de syndicats vont comparaître au tribunal de Niort. C'est la suite de ce qui s'était passé à Sainte-Soline, au Méga-Bassine, le 25 mars dernier. À l'époque, vous aviez dit que le dispositif de police était disproportionné. Il y aura un comité de soutien aujourd'hui pour ces personnes qui sont jugées. Vous en faites partie, ou en tout cas, est-ce que vous soutenez ces militants qui sont convoqués devant le tribunal? Et moi, je refuse qu'on criminalise les manifestants. Vous aviez à Sainte-Soline autant de policiers que de manifestants, et l'évidence, c'est que les ordres donnés étaient ceux d'une confrontation. Si vous ne vouliez pas, Sainte-Soline, vous voyez les images, en fait, on est dans des champs, il y a un trou au milieu, il n'y a rien à faire, et il n'y avait absolument aucun danger à laisser manifester des gens, plutôt que de chercher la confrontation. Même s'ils voulaient s'en prendre aux installations déjà... Il n'y avait pas d'installation. Sainte-Soline, c'est un trou au milieu d'un champ. Et donc, le fait de positionner des policiers, alors qu'on sait qu'il y a des personnes violentes qui infiltrent cette manifestation, c'est aussi la volonté d'avoir ces images, d'en découdre. Et moi, je souhaite, au contraire, qu'on puisse aller vers la pacification et écouter ceux qui sont venus sincèrement lancer l'alerte et dire que sur la question de l'eau, qui n'est pas une question sans violence, neutre, sans violence, bien Éric sûr. Dupond-Moretti, qu'on entendait dans le journal de 7h30, a expliqué que, je le cite, des hordes de militants venus parfois d'Europe étaient venus en découdre, fracasser ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord au nom de la désobéissance civile. Vous partagez... J'y viens, mais simplement, si on sait qu'il y a des hordes venues de toute l'Europe qui viennent infiltrer des manifestants pacifiques, qui sont simplement venus lancer l'alerte pour dire que l'eau, c'est un bien qui devient un bien rare, un bien essentiel, et un bien qui est un bien commun. Regardez ce qui se passe à Mayotte en ce moment. Vous voyez bien que quand il n'y a plus d'eau, parce qu'il y a la sécheresse, parce que la nappe phréatique ne se reconstitue pas, c'est un problème. On ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait des gens qui privatisent en fait la nappe phréatique à leur seul profit. Je viens à la désobéissance. La désobéissance civile. Qui est le principal désobéissant dans cette affaire? C'est Nicolas. C'est un lapsus révélateur. C'est Éric Dupond-Moretti. À quelle règle obéit-il quand il fait un bras d'honneur à l'Assemblée nationale? À quelle règle obéit-il quand je compare, je dis simplement que c'est un grand désobéissant. Et que à quelle règle obéit-il quand il refuse de défendre la justice face à la haute hiérarchie policière? Qu'est-ce qu'il maintient au gouvernement alors qu'il est lui-même garde des Sceaux, ministre de tutelle des magistrats, et qu'il se refuse à démissionner alors qu'il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt? La désobéissance civile, elle a permis par exemple le droit à l'avortement. C'était les 343 salopes. C'était les suffragettes qui ont permis le droit de vote des femmes. C'était aussi... Ce sont des sujets sur lesquels il faut effectivement parfois des gens qui lancent l'alerte. Et moi, je m'émeus qu'on s'émeuve, qu'on s'indigne parce qu'ils viennent arracher 3 mètres carrés de pelouse sur un golf, alors que la question, c'est que les golfs, c'est la consommation de 12 000 personnes dans une collectivité. Une dernière question, Olivier Faure. Vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste, mais vous êtes aussi contesté par certains au sein de votre propre parti. Vous avez eu un échange d'amabilité, entre guillemets, avec Nicolas Maillère-Rossignol, qui est censé être votre numéro 2. Vous lui avez reproché, alors on va rentrer un peu dans la logique partisane. Pas mon numéro 2, mais... Enfin, en tout cas, il est secrétaire délégué. Voilà. Bon, en tout cas... Le numéro 2 s'appelle Johanna Roland. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur la future liste possible des socialistes aux européennes. Lui dit que vous espérez valider une ligne social-démocrate. Vous dites non, c'est pas le cas. Peut-être vous pourrez encore vous allier avec la France insoumise. Mais social-démocrate, je le suis. Oui. C'est pas le sujet. Et ce que je dis simplement, c'est que moi, je ne suis pas prêt à tourner le dos à l'union des forces de gauche et écologistes, qui est la seule façon de l'emporter en 2027. Et aux européennes. Mais aux européennes, regardez ce qui se passe en Espagne. Sumar, la gauche radicale, le PSOE, les socialistes espagnols vont partir séparés aux élections européennes. Ça ne les empêchera pas de gouverner ensemble. Les Allemands, le SPD, socialistes allemands, les Grünen, les Verts allemands vont partir séparés aux élections européennes. Ils gouvernent ensemble l'Allemagne. Donc moi, ce que je dis, c'est que ça n'est pas un obstacle au rassemblement.
Et les socialistes auront à voter le 5 octobre prochain. Ils diront ce qu'ils veulent. Mais dans l'attente, moi, je ne veux pas qu'on laisse s'interpréter l'idée même de listes séparées comme la volonté de se désunir. On va continuer à se battre ensemble. On l'était pour le rendez-vous présidentiel la semaine dernière. Nous allons continuer pendant le débat parlementaire. Vous vous rendez compte que le chef de l'État annonce déjà des 49.3 à répétition. Non, Eh il bien, ne les nous a serons pas là. annoncés. Si, il est en train de nous dire que, en fait, si ça n'avance pas hier au on peut pas 49.3 repartir. sur la loi de finances et sur la loi Merci. immigration, moi, ce que je dis, c'est qu'on se battra jusqu'au bout pour permettre Eh bien, vous l'avez dit. d'entendre la voix des Français. Vous Voilà, l'avez merci dit ce beaucoup. matin. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du PS.